Ma mère a laissé mon agresseur porter mon bébé dans sa cuisine, puis m'a supplié: «Laisse-le rester». Quand je lui ai dit que je ne lui pardonnerais jamais cela, elle a pleuré et a dit: «Tu le regretteras». Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste pris le bébé et je me suis enfuie. Ce matin, elle se tenait devant chez moi, essayant d'entrer avec des clés de maison qu'elle avait volées. À 16 ans, j'avais été violée par le meilleur ami de mon mari, Jack, et ma mère n'aurait pas pu être plus fière. Ma mère détestait mon mari, mais elle était amoureuse de mon agresseur, Jack. Jack a grandi avec des parents très prospères et beaucoup d'argent. Pour ma mère, il était hors de question que Jack m'ait utilisé pour son plaisir parce qu'il semblait être quelqu'un avec un avenir prometteur. Pire encore, la mère de Jack était littéralement la patronne de ma mère, et ma mère ne pouvait pas se permettre de perdre son emploi. Malgré l'amour que je portais à ma mère, j'ai refusé de me taire. Je suis allée voir les autorités malgré ses supplications. En attendant le procès, j'ai emménagé avec mon petit ami, aujourd'hui mon mari, et ses parents parce que ma mère était devenue très hostile envers moi à la maison. C'est là que les choses ont mal tourné. Pendant que j'étais chez mon petit ami, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je savais que ce n'était pas de lui, car nous n'avions jamais été intimes, et je n'avais jamais été avec personne auparavant. Avance rapide de 5 mois jusqu'à la fin du procès. Jack a reconnu les faits et a fini par accepter un accord de plaidoyer, évitant ainsi la prison. La seule condition était qu'il n'ait jamais le droit de voir ma fille. Elle est née 9 mois plus tard. Le jour de sa naissance, ma mère m'a demandé de revenir vivre à la maison et s'est excusée pour tout ce qu'elle avait fait. Je savais que c'était suspect, mais c'était ma mère, alors j'ai décidé de lui pardonner. Grosse erreur, mais pas au début. La première année a été paisible. Ma mère s'est excusée, était la grand-mère parfaite, nous préparait le dîner, la totale. Mais 1 an plus tard, tout a changé. Non pas parce que ma mère avait changé, mais à cause des circonstances. J'allais à l'université à quelques heures de là, et ma mère avait pris sa retraite anticipée pour s'occuper de ma fille pendant mes cours. Pendant la semaine, je restais sur le campus et je rentrais le week-end. Un jour, il y a eu une énorme tempête de neige. Mes cours du jeudi et du vendredi ont été annulés. Je suis donc rentrée tôt sans prévenir ma mère pour lui faire une surprise. Et devinez qui était dans la cuisine quand je suis entrée? La mère de Jack, ma mère et Jack lui-même. Jack tenait Emma, ma fille, dans ses bras. Quand je suis entrée, ils étaient pour le moins surpris. J'ai commencé à piquer une crise. J'ai attrapé ma fille et j'ai fait un sac avec ses affaires. Ma mère et la mère de Jack me suppliaient de ne pas partir pendant que je faisais mes bagages. Au moment de partir, ma mère pleurait, me suppliant encore de lui pardonner. J'ai dit que je ne lui pardonnerais jamais et j'ai continué vers la sortie. En sortant, Jack m'a attrapé le bras et a dit que je devrais être plus gentille avec ma mère. Ma mère m'a appelé des centaines de fois, mais je n'ai jamais répondu. Je suis partie prendre un appartement avec mon mari et ma fille. J'ai aussi pris une baby-sitter pour quand j'étais en cours. Une semaine après cet incident, ma mère a versé plus de 100 000 $ sur mon compte bancaire pour tenter de m'acheter ou de me pousser à lui parler. Je ne savais même pas d'où venait cet argent. Des années plus tard, ma sœur cadette s'est mariée et j'ai dû interagir à nouveau avec ma mère. Je devais être civile avec elle alors qu'elle me posait des questions sur Emma, qu'elle n'avait pas vues depuis 10 ans, sur mon fils Tyler et sur ma grossesse actuelle. Elle m'a dit qu'elle voulait arranger les choses et voir ses petits-enfants avant de mourir. Elle a même prétendu qu'elle m'avait toujours cru à propos de l'agression, mais qu'elle ne voulait simplement pas être licenciée. Je lui ai demandé si elle fréquentait toujours la mère de Jack. Elle a répondu que oui, parfois, mais surtout à l'église. J'en suis restée là. J'étais furieuse car, en plus d'avoir permis à Jack de voir ma fille, elle fréquentait une femme qui racontait partout en ville que j'étais une menteuse, que Jack n'avait pas profité de moi, que nous avions couché ensemble volontairement et que j'avais menti par culpabilité. En rentrant chez moi, j'avais besoin de me calmer. J'ai beaucoup réfléchi cette nuit-là et
Le lendemain, j'ai pris la décision d'appeler ma mère pour la première fois en 10 ans. Je voulais lui parler davantage pour voir si nous pouvions avancer et si je pouvais lui pardonner. La conversation a bien commencé au début. Nous parlions de choses actuelles, mais la discussion a tourné vers l'église, ce qui l'a amené à parler de Jack. Elle a ressenti le besoin de m'informer à quel point ma fille ressemblait à ses autres enfants, comme si j'étais censée m'en soucier. Je lui ai dit que je ne voulais pas parler de lui, mais elle a continué. Elle a dit qu'il était devenu une meilleure personne, qu'il se sentait terriblement mal pour ce qu'il avait fait et que je devrais lui pardonner parce que c'était arrivé il y a si longtemps. Tu devrais avoir tourné la page maintenant, a-t-elle dit. Je suis entrée dans une rage noire. Ma mère n'avait jamais entendu ma version des faits. Elle n'avait écouté que la sienne. Alors, je lui ai raconté ce qui s'était réellement passé, et je lui ai dit que le fait qu'elle parle de l'homme qui m'avait agressée me faisait perdre tout respect pour elle. Je lui ai dit de ne plus jamais m'appeler, de garder notre relation telle qu'elle était depuis des années, parce qu'elle ne changerait jamais. J'ai conclu en lui disant que je n'amènerais jamais aucun de mes enfants près d'elle parce que je ne pouvais pas lui faire confiance. Assise dans mon salon, le téléphone encore chaud dans ma main, mon mari est entré et m'a vu trembler de rage. À l'autre bout de la ville, je savais que ma mère fixait son propre téléphone avec incrédulité. Le silence entre nous s'était étiré pendant des années et je l'avais rompu, seulement pour qu'elle prouve qu'elle n'avait pas changé du tout. Mon téléphone a vibré. Ma mère avait déjà répondu par SMS. J'ai lu son message et j'ai senti mon estomac se nouer. Elle écrivait que j'étais dramatique et qu'elle restait ma mère. J'ai pris une capture d'écran du texte, les doigts tremblants, puis j'ai bloqué son numéro. Ce ton dédaigneux révélait qu'elle n'avait rien appris de notre décennie de séparation. Ce soir-là, alors que j'aidais Tyler avec ses devoirs, mon téléphone a sonné. Le nom de Lorraine est apparu. Ma sœur cadette appelait rarement, préférant les SMS, alors j'ai répondu immédiatement. Elle s'est lancée dans une tirade furieuse, m'accusant d'avoir ruiné le bonheur de maman lors de son mariage, et après, ma main s'est crispée sur le téléphone lorsqu'elle a révélé quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle parlait à la famille de Jack, et pas seulement depuis peu. Lorraine a admis que maman invitait la mère de Jack au dîner de famille depuis des années, la considérant pratiquement comme un membre de la famille. Ces mots m'ont frappé comme des coups physiques. Pendant que je protégeais mes enfants et construisais des limites, ma mère invitait celle qui avait permis mon agression à partager le pain avec ma sœur. La trahison était plus profonde que je ne l'avais imaginé. J'avais un choix à faire. Lorraine ne connaissait pas toute la vérité sur la raison pour laquelle Jack ne pouvait pas voir Emma légalement. On lui servait la version de maman depuis 10 ans. Mes doigts ont hésité sur l'écran où je gardais les copies numériques des documents judiciaires. Les dossiers médicaux de mon agression existaient toujours, soigneusement conservés au cas où. J'ai pris ma décision et j'ai envoyé à Lorraine les documents du tribunal, chaque page détaillant ce que Jack avait fait et pourquoi il était légalement banni de la vie de ma fille. Lorraine est restée silencieuse pendant des heures. Rien. J'ai essayé de me concentrer sur ma routine du soir, mais mon esprit revenait sans cesse au silence de ma sœur. Mon mari m'a massé les épaules, me rappelant que la vérité a le don de choquer ceux qui n'ont entendu que des mensonges. À 2 heures du matin, mon téléphone s'est allumé avec une alerte de sécurité. La caméra de notre Porsche montrait un mouvement. Mon cœur battait la chamade quand j'ai vu ma mère là, avec une clé à la main, une clé qu'elle avait apparemment gardée toutes ces années. Elle essayait différentes clés sur notre serrure, ignorant que nous l'avions changée il y a des années. J'ai activé le haut-parleur de la sonnette Ring et je l'ai confrontée. Elle a sursauté, puis s'est approchée de la caméra. Elle a prétendu qu'elle voulait juste voir ses petits-enfants, qu'une mère avait des droits. Ce sentiment de supériorité me rendait malade. Je lui ai dit de partir immédiatement ou j'appellerais la police. Elle est partie, mais pas avant d'avoir crié que je le regretterais. Au matin, mon téléphone bourdonnait de messages de la famille élargie. Maman avait été occupée. Elle avait envoyé des SMS à tout le monde, disant que je faisais une dépression et que je gardais ses petits-enfants en otage.
Les messages allaient de l'inquiétude à l'accusation. Ma tante Martha a appelé, inquiète parce que maman lui avait dit que j'étais instable depuis le mariage. J'ai passé la matinée à fouiller mes vieux emails à la recherche de munitions. J'ai trouvé ce que je cherchais, des messages de ma mère datant de 10 ans. Juste après l'incident où Jack tenait Emma, elle avait promis de ne plus jamais le laisser s'approcher d'elle, jurant qu'elle comprenait à quel point elle avait eu tort. J'ai tout sauvegardé sur le cloud, créant des copies de ses mensonges. Alors que je finissais, un message Facebook est apparu d'une source inattendue. Michelle, qui avait épousé Jack il y a 5 ans, me demandait ce qui s'était réellement passé. Elle avait trouvé des documents de plaidoyer en organisant les impôts. Jack lui avait dit que j'avais menti pour attirer l'attention, que j'étais une adolescente troublée, mais les documents judiciaires racontaient une autre histoire, et elle voulait entendre ma version. J'ai tapé ma réponse avec soin, en m'en tenant aux faits et au dossier du tribunal. En discutant, Michelle a mentionné quelque chose qui m'a donné la chair de poule. Elle avait trouvé de vieux messages Facebook entre ma mère et celle de Jack, datant d'il y a des années. Ma mère m'y qualifiait de troublée et de mythomane. L'empreinte numérique révélait depuis combien de temps cette trahison durait. La crise suivante est venue de l'école d'Emma. Ils m'ont informé que ma mère s'était présentée à l'heure de la sortie, disant au secrétariat qu'elle était sur la liste des contacts d'urgence. Elle avait essayé de surprendre Emma. J'ai dû expliquer la situation délicate sans traumatiser l'administration, marchant sur une corde raide pour protéger ma fille, sans paraître instable comme ma mère me dépeignait. Le directeur, qui connaissait ma mère par l'église, a suggéré une médiation familiale au lieu de la retirer de la liste. Les loyautés des petites villes sont profondes, et ma mère avait passé des années à soigner sa réputation pendant mon absence. J'ai réalisé que je ne pouvais pas compter sur l'école. J'ai engagé une baby-sitter pour toutes les sorties d'école et j'ai réorganisé mon emploi du temps, une dépense supplémentaire mais nécessaire pour la sécurité de mes enfants. Quelques jours plus tard, la baby-sitter a rapporté qu'une femme étrange l'avait approchée, essayant de lui donner 500 $ pour laisser la grand-mère voir Emma juste 5 minutes. Ma mère tentait maintenant la corruption. Lorraine a fini par appeler. Elle avait analysé les documents judiciaires et remarqué des incohérences dans les histoires de maman. Maman avait toujours prétendu que j'étais sauvage à 6 ans, mais Lorraine se souvenait de moi comme d'une élève studieuse, toujours à la maison. Ses souvenirs entraient en conflit avec le récit construit par maman. Les fissures dans la façade de ma mère commençaient à apparaître. J'ai réalisé qu'elle avait construit un récit alternatif pendant une décennie, racontant à la famille une version des faits où elle était la victime et moi la fille ingrate. Chaque fête de famille manquée, chaque vacances passées loin d'elle avait été utilisée pour renforcer son histoire. Puis, la jeune sœur de Jack, Sophie, m'a contactée. À 25 ans, elle se posait des questions sur son frère. Au téléphone, elle a révélé que Jack avait toujours été bizarre avec ses amis en grandissant. Leurs parents avaient toujours tout couvert, trouvant des excuses, payant les gens. Le schéma de complicité était profond dans cette famille. Quand maman a découvert que Sophie m'avait contactée, elle a appelé les parents de Sophie en panique. En quelques heures, Sophie a reçu un ultimatum. Ses parents menaçaient de lui couper les vivres si elle continuait à colporter des mensonges sur Jack. La pression pour maintenir l'image de famille était écrasante. Mais Sophie était déterminée à connaître la vérité. Le coup suivant de ma mère a été de créer un groupe Facebook appelé Droits des grands-parents, où elle publiait quotidiennement sur l'aliénation parentale. La campagne de manipulation publique avait commencé. Elle ralliait des partisans, se peignant en grand-mère privée de ses petits-enfants bien-aimés. Les messages étaient soigneusement rédigés pour susciter la sympathie tout en évitant de mentionner pourquoi j'avais coupé les ponts. J'ai reconnu immédiatement le schéma du love bombing quand maman a commencé à envoyer les biscuits préférés d'Emma à l'école par l'intermédiaire d'autres parents. Les friandises arrivaient avec des petits mots disant à quel point sa petite fille lui manquait, formulés pour me faire passer pour cruelle. Je les interceptais au bureau de l'école, ajoutant chaque incident à mon dossier de documentation.
L'enquête de Michel sur le passé de son mari a pris une tournure plus sombre lorsqu'elle a trouvé le vieux téléphone de Jack caché dans le garage. Elle a découvert des SMS entre ma mère et Jack datant de plusieurs années, où ma mère le remerciait d'être patient avec la situation. Les horodatages montraient une communication régulière, même après l'ordonnance du tribunal. Michel m'a tout transféré, son propre horreur grandissant à chaque révélation. Le responsable du groupe de jeunes de l'église m'a contacté ensuite. Inquiet parce que maman s'était renseignée pour inscrire Emma sans autorisation parentale. Elle s'était présentée comme la grand-mère attentionnée prenant le relais de parents trop occupés. Heureusement, le responsable a suivi le protocole et m'a appelé. J'ai ajouté une autre entrée à mon carnet, notant soigneusement date, heure et témoin. Ce système de documentation est devenu ma bouée de sauvetage. Chaque interaction, chaque tentative de contact, chaque manipulation par un tiers y figurait avec des preuves. Photos des biscuits, capture d'écran, enregistrement d'appels. Le carnet s'épaississait de jour en jour. La visite à la police que j'espérais salvatrice m'a frustrée. L'officier a reconnu le harcèlement mais a expliqué que sans menace de violence imminente, il ne pouvait pas intervenir. Il a suggéré une médiation familiale. Je suis sortie du poste en comprenant que j'étais seule pour protéger mes enfants. Cependant, 3 mères de l'école d'Emma m'ont abordée au parc la semaine suivante. Elles avaient comparé les versions et réalisé que les histoires de ma mère ne correspondaient pas à la personne qu'elles avaient appris à connaître. Elles se sont excusées de m'avoir jugée, la vérité créait des alliés inattendus. Mon mari a découvert que maman se garait devant son lieu de travail pendant les pauses déjeuner. Ses collègues avaient remarqué la même voiture à plusieurs reprises, une femme âgée surveillant le bâtiment. Les caméras de sécurité ont confirmé que c'était elle. Elle surveillait nos routines. Puis, Mélissa est entrée en scène. L'ex-petite amie de Jack au lycée a pris contact après que Sophie l'ait questionnée. L'histoire de Mélissa m'a retourné l'estomac. Jack l'avait agressée quand elle avait 15 ans, mais ses parents avaient payé une somme substantielle à sa famille pour qu'il se taise. Elle portait ce secret depuis plus de 10 ans. Je suis restée calme face à chaque provocation, documentant tout sans riposter. Les autres parents ont remarqué le contraste entre mes réactions mesurées et le comportement de plus en plus désespéré de ma mère. Ma retenue parlait plus fort que n'importe quel argument. À l'approche des 11 ans d'Emma, les tentatives de ma mère se sont intensifiées. Cadeaux envoyés à l'école, appels aux parents des amis d'Emma, tentatives de bénévolat pour la fête de classe, chaque échec la rendait plus frénétique. La révélation de Mélissa a tout changé. Elle aussi avait des documents, de vieux dossiers médicaux et des relevés bancaires montrant le paiement. Le comportement de Jack et la couverture de sa famille n'étaient pas des incidents isolés, mais un schéma documenté. La désespérance de ma mère a atteint un sommet lorsqu'elle s'est présentée au travail de mon mari en prétendant une urgence familiale. La secrétaire, briefée, a vu clair dans le jeu. Maman a été escortée dehors par la sécurité devant plusieurs employés. Son image publique craquait. Dans un dernier effort, maman a proposé de me céder sa maison si je la laissais voir ses petits-enfants. L'offre est passée par mon avocat, la maison où elle vivait depuis 30 ans, offerte comme une monnaie d'échange. J'ai refusé sans hésiter. La sécurité de mes enfants n'était pas à vendre. Les amis de l'église commençaient eux aussi à voir clair dans ces mensonges. J'ai découvert une fuite d'informations quand Michel a trouvé un dossier caché sur l'ordinateur de Jack contenant des photos d'Emma que seule ma mère pouvait avoir fournies. Photos d'école, anniversaire, clichés volés. Ma mère l'avait alimenté en informations pendant toute la décennie où j'avais essayé de les séparer. Michel a pris sa décision. Elle a quitté Jack, demandant le divorce et incluant les preuves concernant Emma dans son dossier. Son départ a déclenché une détresse chez Jack, qui miroitait celle de ma mère. Il perdait sa couverture de respectabilité. Lorraine, de son côté, a choisi la vérité quand maman lui a proposé 50 000 $ pour m'acheter. Ma sœur m'a appelée immédiatement, choquée par cette tentative de corruption flagrante.
Nous nous sommes liés en reconnaissant les schémas de manipulation de notre mère que nous avions ignorés pendant des années, les culpabilisations, la réécriture de l'histoire, la façon dont elle se faisait toujours passer pour la victime. Pendant tout ce temps, j'ai refusé d'utiliser Emma comme une arme. Elle est restée heureuse, concentrée sur ses amis et ses préoccupations de près. Adolescente, protéger son innocence était ma mission prioritaire. La confrontation au supermarché a eu lieu un mardi après-midi. Maman est apparue au rayon des céréales, bloquant mon chariot. Au lieu de faire une scène, j'ai calmement énoncé les faits devant les autres clients, ses violations de limites, son soutien à mon agresseur, son harcèlement actuel. Ma voix n'a jamais tremblé. Beth, la meilleure amie de ma mère, a changé de camp après l'avoir surprise en train d'essayer de photographier Emma en cachette lors d'un récital de danse. Les membres de la communauté ont commencé à assembler les pièces du puzzle. Mon éloignement soudain de 10 ans prenait enfin tout son sens. L'école a renforcé ses mesures de sécurité et les mères se sont organisées pour former un réseau de protection informelle autour d'Emma. L'aveu de maman est passé par Lorraine. Elle a admis avoir partagé des photos avec Jack, insistant sur le fait qu'il méritait de connaître sa fille. Cette justification révélait qu'elle ne comprenait toujours pas la gravité de son acte. Pour elle, le lien biologique de Jack primait sur mon droit moral et légal de protéger mon enfant. Mon avocat a confirmé que ce harcèlement documenté était suffisant pour une ordonnance de protection. Le 11e anniversaire d'Emma s'est déroulé dans le calme, sans maman. Les parents de Jack ont enfin vu le vrai visage de leur fils lorsqu'il a exigé leur aide pour accéder à Emma, révélant son obsession. La demande d'ordonnance de protection a été une étape difficile mais nécessaire. Maman a alors activé ses derniers alliés et mon grand-père a convoqué une réunion de famille d'urgence. J'y suis allée avec mon classeur de preuves. Maman a parlé avec émotion, mais ses arguments se sont effondrés quand elle a accidentellement avoué être en contact permanent avec Jack. La menace ultime de ma mère a été de contester la paternité d'Emma, suggérant que j'avais menti sur l'agression. J'ai alors révélé que je possédais des tests ADN prouvant que Jack était le père, effectués discrètement des années auparavant. Ces mensonges ont été écrasés par les faits. L'ordonnance de protection a été accordée. Jack a été arrêté peu après pour avoir violé l'interdiction de contact originale, les preuves numériques de Michel étant accablantes. Il a finalement écopé de 6 mois de prison. 2 ans ont passé. Notre famille s'épanouit. Emma excelle à l'école. Tyler est un grand frère protecteur. Et notre plus jeune fille, nommée Alexandra, en l'honneur de ma belle-mère qui nous a soutenus, apporte une joie immense. Ma mère vit isolée, entretenant son récit de victime auprès d'un public de plus en plus restreint. Lorraine est devenue un pilier de notre famille. J'ai trouvé la paix en acceptant que certaines relations ne peuvent être sauvées. Le pardon ne nécessite pas de rouvrir la porte. Emma connaîtra toute la vérité à ses 18 ans. Les documents attendent dans notre coffre-fort. Mon mari et moi sommes plus forts que jamais. J'ai écrit cette histoire non pour susciter la sympathie, mais pour d'autres confrontés à des choix similaires. Protéger ses enfants d'une famille toxique est douloureux mais indispensable. Le sang n'excuse pas la trahison. La sécurité prime sur le sentimentalisme. Nous avons construit une vie libre de son influence, et chaque sacrifice en valait la peine pour voir mes enfants grandir en sécurité.